nationale. Je serais content de la faire en langue française. Vous m'excuserez bien sûr. J'aurais tant souhaité pouvoir la faire, mais je ne peux pas la faire avec cette langue-là. Voilà, donc nous allons commencer par vous parler de la cellule assurance qualité au niveau de notre université. Donc une cellule assurance qualité a été, si vous voulez, installée au niveau de l'université et des sous-cellules assurance qualité ont été installées au niveau de chaque faculté. La cellule assurance qualité a été initiée par instruction de la tutelle, c'est-à-dire du ministère de l'Enseignement supérieur, qui a déjà installé une commission d'implémentation du référentiel national assurance qualité. Ce référentiel d'assurance qualité, il est le fruit d'un travail qui a été effectué dans le cadre du programme PAPS, donc programme d'appui à l'enseignement supérieur, avec des experts étrangers, un travail dans le cadre, je crois, du référentiel 6 et qui a abouti à l'instauration d'un référentiel national qui s'occupe de l'assurance qualité. Donc, je vais commencer donc par vous parler de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Alors, d'abord, il faudrait essayer de nuancer l'assurance qualité entre l'enseignement supérieur et l'entreprise. Donc, l'enseignement supérieur, l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, c'est principalement, elle vise le progrès. Comparativement à l'assurance qualité dans les entreprises, c'est plutôt les exigences des clients, c'est comment aboutir à un bon produit au moindre coût, c'est comment arriver à un service rendu, donc faire le service qu'il faut. Il faut aussi le faire dans le respect des exigences des lois et des règlements, parce qu'on peut aboutir à un produit de bonne qualité et au moindre coût, tout en transgressant les lois et les règlements. Donc l'assurance qualité doit faire en sorte que le produit doit être de bonne qualité, de moindre coût, et aussi dans le respect des normes et des règlements qu'il exige. Alors, l'évolution de l'assurance qualité, donc si au début, dans les années 20, l'assurance qualité veut dire directement le contrôle du produit, parce que c'était centré uniquement sur les entreprises. Après, l'assurance qualité s'est occupée des procédures, quelles sont les procédures qui permettront d'assurer de la qualité. C'était dans les années 80. Donc après, on a commencé à s'intéresser à la qualité totale, c'est-à-dire que maintenant, on s'intéresse au personnel de l'entreprise et bien sûr, donc, dans les établissements d'enseignement, on s'intéresse aux étudiants. C'était à partir des années 90. Et maintenant, on ne parle plus d'assurer la qualité, mais d'améliorer la qualité. Donc la qualité est là, mais il faut aussi l'améliorer. Donc on passe forcément par la créativité. C'est après les années 95. Donc la traduction de l'assurance qualité, nous avons l'évaluation de la qualité, c'est-à-dire comment savoir que nous avons la qualité ou pas. Donc il faudrait pouvoir l'évaluer. Il faudrait que la qualité soit garantie. Après, il y a le management de la qualité, c'est-à-dire comment faire pour que la qualité soit là. Alors, pour cela, nous avons besoin d'une offre de formation de qualité. Nous avons besoin du renforcement de la participation des acteurs universitaires à l'économie du savoir. Et aussi, il faudrait l'amélioration donc de la formation. Et après, pour atteindre la reconnaissance internationale. Donc, on parle de l'économie du savoir qui doit passer forcément par la modernisation qui doit se faire selon 3 axes. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à faire la réforme des programmes, la réforme de la gouvernance et la réforme du financement. Donc, l'assurance qualité vise à se hisser dans le marché de la réputation. Se hisser dans le marché de la réputation, ça veut dire que c'est arriver à s'attirer les meilleurs étudiants. Si on a une bonne réputation, une formation avec une bonne réputation, ça veut dire qu'on va pouvoir attirer les meilleurs étudiants. C'est aussi, si on a une bonne réputation, c'est qu'on va s'attirer les contrats de recherche. Donc c'est le financement qui va être amélioré. Pour cela, lorsqu'on parle de s'attirer les contrats de recherche par la réputation,
Surtout, il y a un concept qu'il faut éviter, c'est de voir cela comme étant une tentative de modifier le statut juridique de l'institution. C'est-à-dire que penser qu'on fait tout ça pour qu'il y ait une émergence d'une élite et pour que ça devienne un jour, on va arriver à la privatisation. Ça, c'est tout à fait faux. Ça n'empêche pas les établissements publics d'aspirer à la qualité, d'aspirer à la réputation, d'aspirer à attirer les meilleurs étudiants et d'aspirer à attirer des financements pour les projets de recherche. Alors, pour la qualité donc, dans l'enseignement supérieur, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a le savoir, c'est-à-dire qu'il est intrinsèque, qu'il est en nous, il permet de développer des connaissances. Mais la compétence, c'est quoi? La compétence ne peut être prouvée que dans l'action. C'est-à-dire que l'action, ça veut dire qu'il faut être capable de mobiliser ses connaissances, de mobiliser son savoir pour résoudre des problèmes complexes. Alors, pour l'assurance qualité, alors ça doit aboutir à l'obligation de rendre des comptes, parce qu'on ne peut pas recevoir des financements publics et ne pas rendre des comptes. Ça pourrait aussi aboutir au contrôle. Qu'est-ce que l'on fait? On doit savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait. C'est aussi l'information publique, c'est-à-dire que maintenant les gens doivent savoir que nous faisons une formation, quelle formation nous faisons et quelle est sa qualité. Pour cela, si on va arriver à un moment où des étudiants auront le choix de telle ou de telle université de la même spécialité pour faire par exemple génie électrique ou faire je ne sais pas droit, l'étudiant pourra dire je préfère aller dans cette faculté que dans celle-là parce que celle-là elle a une bonne réputation. Parce que si on regarde ce qui se passe dans les établissements privés, surtout au niveau international, lorsque la personne vient pour payer, il va vous demander les références de votre enseignement. Est-ce que vous avez été certifié? Est-ce que vous avez eu de bonnes notes? Donc il veut dire, je paye, je dois savoir ce que je paye cher, mais je dois savoir qu'est-ce que vous faites. Donc c'est pour l'information publique. Alors aussi, on fait l'assurance qualité, c'est pour rechercher la confiance, que ce soit des étudiants ou que ce soit des partenaires externes. Alors après, on va aboutir finalement au classement. Vous savez tous qu'on parle souvent du classement des universités. Certains disent que le classement il n'est pas objectif, ça dépendra de la personne qui classe, mais quand même, faut-il savoir qu'avoir un bon classement, c'est toujours intéressant. Et après, ça aboutira à l'attribution des moyens. Si vous avez quelqu'un de performant, vous n'allez pas donner les mêmes moyens à deux entités différentes, dont l'une est performante, l'autre est non. Donc il faudrait pouvoir distinguer. Alors maintenant, dans l'assurance qualité, il y a ce qu'on appelle les pratiques internes à l'établissement, c'est-à-dire qu'il faudrait remplir des objectifs qui répondent à des normes. Il faudrait élaborer un référentiel de qualité et produire régulièrement un rapport d'auto-évaluation. Alors pour cela, on voudrait dire que l'évaluation, ou bien la pratique peut être interne ou externe. On parle de la pratique interne maintenant, ça veut dire que l'établissement, il peut lui-même se fixer son propre référentiel. Pour l'instant, nous n'avons pas de référentiel au niveau de notre université ou bien de n'importe quelle université, mais nous avons un référentiel national. Mais si la pratique de l'assurance qualité se développe après quelques temps dans chaque faculté et dans notre université, on pourra nous-mêmes établir notre propre référentiel pour dire qu'on va se fixer des objectifs et on va choisir des choses que l'on doit atteindre. Alors après, il ne faudrait pas dire nous avons un référentiel et on le laisse, mais il faudrait faire l'auto-évaluation, donc c'est-à-dire à chaque fois, et ça doit être régulier, ce n'est pas une fois et puis on va dire c'est bon, on va laisser, ça, parce qu'on peut dégringoler comme on peut monter. Si on dégringole, on doit rectifier, si on progresse, on doit être content et continuer sur la même lancée. Pourquoi? Parce que si un jour nous sollicitons une évaluation externe par un élément extérieur, il nous demandera est-ce que vous avez déjà un rapport interne? Si vous n'avez jamais fait votre rapport interne, ça ne sert à rien. Il faut d'abord commencer par s'auto-évaluer et après demander une expertise externe. Qu'est-ce qui se passe? Tout cela incombe à la responsabilité de l'établissement.
Alors, si on fait ce genre de choses, il faudrait que pour que ce soit continu, il faudrait instaurer une culture qualité au niveau de l'établissement. Alors, forme de pratique interne. Donc, il faudrait l'instituer avec l'assentiment des enseignants. On ne peut pas faire cette pratique de qualité sans la participation des enseignants. Sensibiliser les objectifs des étudiants à l'objectivité, c'est-à-dire que si demain nous voulons faire un sondage des étudiants et éventuellement, si on arrive, ce serait la meilleure solution, c'est que les étudiants puissent noter des enseignants. Il faudrait que les enseignants l'acceptent. Il faudrait que les étudiants fassent une notation objective, pas subjective, rien que pour sanctionner, parce que l'enseignant il est de l'autre côté, donc on va lui rendre les mauvaises notes qu'il nous a déjà données, on va les lui rendre. C'est pas le cas. Il faudrait qu'on arrive à ce que les étudiants donnent une appréciation objective de leurs enseignants. Il faudrait aussi sensibiliser, les évaluer à son utilité, c'est-à-dire qu'il faudrait que les gens sentent que si on fait l'évaluation, c'est utile à quelque chose. Il faudrait trouver les moyens de les sensibiliser. Convaincre tous les acteurs de son apport à l'amélioration du climat et des performances, c'est-à-dire que si on fait l'assurance qualité, il faudrait s'assurer que ça doit être profitable à tout le monde. Parce que si on fait l'assurance qualité, on doit faire des changements, des aménagements, il faudrait que ce soit profitable à tout le monde, qu'il n'y ait pas une frange qui va en pâtir en disant « moi je ne participe pas parce que ces changements-là vont me porter préjudice, je préfère garder ma position actuelle, je suis bien, je n'ai pas besoin de changement. » Donc il faudrait amener à ce que tout le monde soit convaincu de l'amélioration des performances. Et donc, pourquoi pas commencer par une pratique de l'anonymat, c'est-à-dire pour ne pas viser les gens, faire ça de façon anonyme. Pratique externe. Alors, les pratiques externes se basent sur le rapport d'auto-évaluation. J'ai dit auparavant que s'il faudrait faire déjà son propre diagnostic pour permettre aux gens d'extérieur de vous évaluer. Il faudrait donc faire l'évaluation du fonctionnement d'un établissement, évaluer les programmes d'études, et cette pratique-là de l'assurance qualité externe doit être réalisée par un organisme externe. Alors, quand on fait l'évaluation, ça ne suffit pas de dire c'est bon, c'est mauvais, mais il faudrait à chaque endroit produire un rapport avec des recommandations, parce que ce pas les notes qui sont importantes, c'est les recommandations que l'on doit faire pour qu'il y ait action dans le domaine où on a vu qu'il y a un manque. Donc, les pratiques externes, c'est généralement dans le but d'obtenir une accréditation, dans le but d'obtenir un agrément, dans le but d'avoir une homologation, c'est-à-dire que homologation veut dire accréditation et veut dire autorisation d'exercer. Vous avez certainement des établissements, par exemple privés, qui vous voyez, c'est toujours mis établissement agréé par l'État. Et donc, pour pouvoir l'agréer, il aurait fallu faire une évaluation externe pour pouvoir lui donner l'accréditation. Audit, elle évalue les mécanismes internes du système d'assurance qualité. Une audit, c'est pour voir la qualité du management de l'établissement. Alors, comparaison donc, entre les éléments. Alors, vous avez le point d'appui, c'est l'évaluation, c'est le plan de développement de l'institution, c'est le référentiel qu'elle produit. L'accréditation, ce sont des critères seuils qu'il faut atteindre. On vous dit, si vous voulez être à la qualité, il faut atteindre ce niveau. L'audit, on regarde quels sont les outils qui ont été utilisés dans les référentiels d'assurance qualité. Le résultat, il y a jugement et recommandation, décision oui ou non et recommandation, décision d'audit, on fait le rapport. Les conséquences, alors renforcement, amélioration et responsabilisation. Deuxième point, c'est responsabilité de fonctionnement et renforcement. Et troisième point, c'est amélioration des mécanismes du système assurance qualité. Démarche qualité, définition. Alors, la qualité, donc c'est un ensemble d'actions qui met l'université pour remplir ses missions et maîtriser la qualité de ses services. Donc, elle a pour ambition l'amélioration continue comme modélisée par ce qu'on appelle la roue de Deming. Je vais vous la présenter maintenant. Voilà la roue de Deming. Vous avez une cale, vous l'arrêtez, et puis vous regardez. Il y a 4 éléments, A, P, C et D. Donc, A c'est pour agir, C c'est pour vérifier, P c'est pour prévoir et D c'est pour exécuter. Donc à chaque fois, vous calez, vous faites
vous allez check, vous allez vérifier ce qui se passe et puis vous allez planifier ce que vous allez faire pour pouvoir monter parce que vous avez vu que la pente, elle monte toujours. Donc il faut toujours s'améliorer, on cale pour faire le point et puis après on prévoit et puis après on doit passer à 12, c'est-à-dire exécuter les recommandations qu'il faut pour pouvoir avancer un peu et après mettre la cale pour ne jamais revenir en arrière. Alors acte, donc vous le voyez, c'est des décisions nouvelles. Check, c'est pour mesurer, vérifier les résultats, contrôler que le travail correspond à ce qui était attendu. Plan, c'est planifier ce que l'on va faire, il faut faire un cahier de charges, fixer des objectifs, et après il faut mobiliser des moyens et mettre en œuvre le projet, et d'où c'est faire, produire et mettre en œuvre le pilotage du projet. Organisation de la qualité au sein de l'établissement, c'est ce que nous avons. Donc, il y a une cellule d'assurance qualité qui a été instituée au niveau de notre université, donc il y a un responsable assurance qualité. Le responsable, on peut le considérer comme étant le conseiller qualité de l'administration. Il est désigné afin de piloter les actions et qualité mises en œuvre. Et il y a la cellule de qualité. La cellule, elle permet d'assister le responsable d'assurance qualité. Elle réalise les auto-évaluations et supervise les comités d'auto-évaluation. Alors, gestion de la qualité, donc c'est la politique et les procédures de gestion de qualité et de suivi, implication des acteurs, approbation des examens, révision périodique des programmes, évaluation des étudiants, pertinence des apprentissages, acquis, transfert et impact. C'est-à-dire que l'évaluation ne doit pas se faire uniquement une évaluation chiffrée, mais de donner des évaluations écrites pour savoir est-ce que les apprentissages qu'on leur a dispensés sont pertinents, est-ce qu'ils ont les acquis nécessaires, est-ce que ça a été bien transféré et quel est l'impact de cette formation. Donc la gestion de la qualité du corps enseignant, les outils pédagogiques et soutien aux étudiants, communication externe et marketing avec le public. C'est-à-dire que maintenant, ce que nous faisons doit être connu des éléments extérieurs qui sont les employeurs des futurs diplômés. Alors, évaluation interne périodique des institutions, des programmes, des outils. Donc, c'est ce que j'avais dit auparavant, c'est qu'il faudrait qu'il y ait l'évaluation, même si elle est auto-faite, elle doit être toujours faite, donc périodique, pour savoir est-ce que nous avançons ou nous reculons. Et nous avons des relations avec la CIACES. La CIACES, c'est la cellule donc, au niveau national, cellule d'implémentation de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, avec laquelle nous rendons des comptes. Alors, les obstacles, alors, il y a insuffisance ou défaut de communication, parce que tout changement, il y a, si vous voulez, toujours une résistance au changement, alors que l'on sait qu'il n'y a que le changement qui a permis de progresser. Aucun n'a progressé sans changement. Donc le changement, il y a forcément des obstacles, il y a une inertie pour refuser de changer. Donc il y a soit c'est insuffisance ou défaut de communication, manque de sensibilisation et d'engagement des partenaires, manque de cohésion car les objectifs ne sont pas compris, la collaboration des membres, elle fait défaut. Il y a l'absence de soutien de la direction, c'est-à-dire que nous, en tant que cellule d'assurance qualité, si nous n'avons pas le soutien de la direction, on ne pourra rien faire. S'ils ne veulent pas qu'il y ait de la qualité ou de l'assurance qualité, ou bien carrément d'évaluation, nous ne pourrons rien faire. Donc il faudrait avoir le soutien de la direction. Soit aussi, on n'a pas compris la culture qualité au niveau de notre établissement. Il y a une résistance forte au changement, ça c'est connu. Alors, parce que certains vous diront, ça ne sert à rien, on a l'impression que c'est du temps perdu. Et pour la résistance forte au changement, elle s'exprime de cette façon. Vous avez, quand vous voulez entreprendre quelque chose, vous avez 10% des gens qui sont acquis à ce changement. Vous avez 10% qui sont des irréductibles, ils ne veulent pas du tout, même si vous faites quoi que ce soit, ils refuseront. Et vous avez 80% qu'il faut convaincre. Donc si on a les bons arguments, on les convainc, ça veut dire qu'on aura 90%, puisque les 10% sont déjà acquis, et les 80%, on a pu les convaincre. Par contre, les 10%, on sait bien à l'avance qu'on ne pourra jamais les convaincre. Alors, il y a aussi la crainte d'être mesuré et d'être évalué. Ça peut être aussi les enseignants ne voudront jamais être évalués, ne voudront jamais être mesurés. C'est aussi cette crainte qu'il faut vaincre. C'est une barrière qu'il faut vaincre en expliquant que c'est une bonne chose d'être évalué, d'être mesuré et de pouvoir faire mieux la prochaine fois. Il y a aussi une crainte de perte de pouvoir. On dit, si maintenant je suis évalué, ça veut dire que je vais perdre certains pouvoirs parce qu'avant tout était caché, j'avais le pouvoir, c'est moi qui sais, c'est moi qui dirige et maintenant tout le monde saura comment que ça doit être fait et donc on a perdu en quelque sorte un peu de pouvoir.
Il y a aussi la mauvaise organisation des services. Donc, si entre les services ils sont entrechocs, il y a soit deux services qui font le même travail, ou bien un travail doit être fait par un service bien déterminé, il est affecté à un autre service. Ça peut être aussi un obstacle. Et bien sûr, si la cellule d'assurance qualité au niveau de l'établissement, si elle manque de moyens techniques et financiers, ou bien de moyens humains, bien sûr, ce sera aussi un obstacle qu'il faut tenir compte. Donc, comment sensibiliser? Il faut informer les partenaires concernés sur la stratégie, les objectifs et les résultats obtenus. C'est qu'il faudrait la communication. Il faudrait sensibiliser les partenaires sur les apports de la démarche participative. Donc, il faudrait, c'est ce que nous faisons aujourd'hui d'ailleurs dans le cadre de ce séminaire pour vous présenter la cellule d'assurance qualité. Mettre en place des groupes d'amélioration par processus, par domaine, par secteur, pour ne pas noyer tout, essayer de cibler, et mettre des documents qualité à la bibliothèque, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des documents qui sont produits et qui soient mis à la disposition du public. Alors, comment développer l'implication? Alors, la participation, c'est faire participer les partenaires au programme d'action, faire participer les partenaires à la définition des moyens, faire participer les partenaires concernés à la définition du profil de chaque poste de travail. Créer l'ambiance d'esprit d'équipe pour résoudre les problèmes. Alors, satisfaction, c'est évaluer la satisfaction de chaque membre à l'aide d'entretiens périodiques et enquêtes, tenir compte des suggestions émises par les partenaires. C'est pour ça qu'on vous a dit au début qu'il y a certains qui vous diront on a une impression de temps perdu. Si maintenant nous tenons compte des suggestions qui ont été émises la fois passée, les gens verront que ce n'est pas du temps perdu, ça a servi à quelque chose, donc il faudrait en tenir compte. Développer la fierté et l'image de marque ou de l'appartenance à l'organisme, c'est-à-dire que maintenant, si nous arrivons à expliquer que dans une faculté ou dans un département, le fait d'adopter la démarche qualité, ça va faire en sorte que le département ou la faculté, ou même au sens global, notre université va se porter mieux et va être mieux vue, ça deviendra une fierté si demain vous allez dans un colloque ou vous allez dans une réunion, vous dites voilà, je viens de l'université de Béjaïa. Ou bien ici, vous dites je suis de la faculté de droit ou de la faculté de sciences de la nature, ça veut dire que vous êtes fiers de porter parce qu'il y a eu des évaluations, il y a eu de la qualité dans le travail et donc c'est quand même une fierté d'appartenir à une entité donnée. Action de motivation, valorisation des actions liées à la qualité par la direction d'établissement universitaire, instaurer un système de reconnaissance et de récompense. Effectivement, si on s'aperçoit que quelque part dans un domaine donné ou dans un département donné, il y a de l'amélioration, il faudrait qu'il y ait des récompenses. Si ce n'est pas le cas, effectivement, ça démotive un peu les gens, mais il faudrait quand même qu'il y ait une distinction par des récompenses, même si elles sont que par des distinctions, sans aller jusqu'à des récompenses financières. Alors, structuration du référentiel. Alors, je vais vous présenter ici le référentiel national. J'espère que j'ai un peu de temps ou c'est bon? Le référentiel national qui a été établi par la tutelle, il est composé de cette façon. Ils ont défini 7 domaines, donc domaine formation, recherche, gouvernance, vie à l'université, infrastructure, coopération internationale et relations avec l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont défini ça de cette façon? Chaque domaine comporte des champs. Et donc un champ est divisé en plusieurs références, une référence est divisée en plusieurs critères, et un critère doit être vérifié par un certain nombre de preuves. Donc je vous ai donné ici le global, je vois si j'ai donné définition. Donc c'est quoi un référentiel? C'est un élément qui porte sur l'ensemble des objectifs ou des valeurs que l'institution se donne dans le cadre de ses missions. Le domaine et champ, ils indiquent les secteurs et les activités au sein de l'institution. La référence, c'est une référence qui traduit en action un objectif ou une valeur qu'il faut atteindre. Et un critère, il constitue un élément qualitatif ou quantitatif qui permet d'apprécier est-ce qu'une référence a été mise en œuvre ou pas. Alors une preuve, c'est la preuve et l'élément qui permet de confirmer est-ce que la réalisation a été effective ou pas. Alors, avec cela, nous avons ajouté des règles, c'est pas moi, c'est le référentiel, il a ajouté des règles d'interprétation à chaque critère ou à chaque référence, il a donné, parce que ça dépend de comment ça doit être compris, donc on a donné une petite vision. Il s'agit de traduire au niveau opérationnel une référence en exprimant les pourtours de cette référence et en tenant compte des spécificités de l'institution. Je vais vous donner un exemple. L'exemple tiré du référentiel, c'est celui-là. Donc on prend le domaine formation. Voilà un champ. Le premier champ, c'est évaluation et la révision des enseignements. Les références, c'est
les enseignements sont soumis à des révisions et à des évaluations particulières, et le critère, c'est les enseignements sont évalués périodiquement. La preuve, est-ce qu'il existe dans l'établissement une cellule d'évaluation des enseignements? Donc, vu le temps qui m'est imparti, je vais juste arrêter ici. Alors, je vais juste donner une petite, si vous voulez, une petite conclusion. Alors, la qualité se traduit par le respect des délais, un bon produit, et les exigences et des recommandations. Pour le changement, il faudrait courir plus vite pour rester à la même place. C'est que si on reste à la même place, c'est-à-dire qu'on recule finalement au fond. Donc il faudrait essayer de courir plus vite pour pouvoir déjà garder sa place. Changer, c'est exister demain. Donc, laisser aiguiller, c'est-à-dire orienter le changement, c'est aller vers le meilleur. Laisser faire le changement, c'est aller vers le mauvais. Donc, c'est pour ça que le changement, on ne doit pas le laisser se faire tout seul, mais c'est à nous de l'aiguiller. Voilà, je vous remercie pour votre attention.